Donc effectivement, une fois qu'on a fait le rachis, on peut se poser la question de que reste-t-il et on va s'intéresser à la hanche. Alors j'ai la chance de faire du rachis et de la hanche dans mon activité, donc la douleur de fesse est vraiment au carrefour du quotidien en consultation. Énormément de consultations pour des douleurs étiquetées hanches au sens large et j'y reviendrai en consultation. Près de 15% en fait de la population de plus de 60 ans viendra consulter un orthopédiste parce qu'il a mal à la hanche. Très souvent des associations avec la lombalgie ou des irradiations qui ne sont pas forcément le sujet du jour sur les irradiations. Mais effectivement, et ce que disait M. Bronsard, c'est qu'un vrai, travail de détective nous attend. Et sans faire l'affront de vous apprendre des choses, je pense qu'on ne cherche que ce qu'on connaît. Et il y a peut-être des choses aujourd'hui que je vais vous montrer qui ne sont pas forcément très connues de tous sur les fessialgies. Alors je vais commencer par le plus simple, regarder les patients. J'aime bien les regarder dès la salle d'attente, comment ils sont assis, comment ils vous attendent, et surtout comment ils se lèvent quand on les appelle. Dans la précipitation, dans l'urgence, comment ils se lèvent, comment ils se comportent. Je trouve que c'est très informatif sur leur manière de se déplacer. Faire préciser à un doigt le siège de la douleur. Sur la fessialgie, je pense qu'on est à 1 cm près en général au bon endroit sur l'anatomie quand le patient est capable de montrer à un doigt le siège de la douleur. Les différentes irradiations, le mode d'entrée dans la douleur, les choses assez classiques. Se pencher sur les antécédents de nos patients. Alors les plus évidents, les prothèses de hanche, les chirurgies rachidiennes. Pour ceux qui font de la voie antérieure, ils sont plus habitués à la recherche des antécédents digestifs, notamment sur les hernies inguinales qui peuvent avoir des projections parfois postérieures sur les douleurs. Les recherches évidemment d'antécédents vasculaires, comme Benjamin l'a précisé. Les différents antécédents rhumatologiques, notamment la spondylarthrite ankylosante. Et je pense un peu moins consensuel, un peu moins habitué, les antécédents gynécologiques chez nos patientes, avec les grossesses, les modalités d'accouchement et la recherche de périodicité de la douleur qui peut orienter sur ces causes gynécologiques. À partir de là, on peut distinguer 3 zones douloureuses sur cette hanche au sens large. Les douleurs antérieures et latérales qui ne sont pas le sujet du jour, et les douleurs postérieures, et on voit bien que ces douleurs postérieures de la hanche au sens large partent finalement du disque L5 et S1 et descendent jusque sous le petit trochanter, ce qui fait une zone anatomique assez large. Plutôt que de faire un catalogue non exhaustif et rébarbatif, j'ai choisi de vous présenter selon les 3 grands types de patients qu'on peut rencontrer en consultation avec j'ai mal à la fesse et ça vient de la hanche. Le premier patient, qui n'est pas forcément le patient qu'on va voir le plus, mais c'est le patient jeune et sportif, qui va vous être adressé, alors pour ceux qui sont référents des centres des jeunes sportifs, beaucoup plus souvent que ceux qui ne le sont pas, et grandement dominé par le syndrome glutéal profond, donc qui va constituer la majorité des sciatiques et pygalgies à imagerie rachidienne normale. Et on a une compression du nerf sciatique dans cet espace glutéal profond. M. Pelletier vous a très bien montré tout à l'heure tout ce qui va constituer cette zone. Ça part du grand fessier jusqu'à descendre jusqu'au carré fémoral. Et il y a un vrai travail de traversée du nerf sciatique qui peut être comprimé à plusieurs endroits. Le principal syndrome dans cette grande entité qui est le syndrome glutéal profond, c'est le syndrome du piriforme. Donc sur des patients plutôt jeunes, on remercie l'équipe byzantine qui en 2013 nous a permis finalement avec ces différents critères de Michel d'avoir un diagnostic plus aisé en consultation avec beaucoup d'éléments négatifs à aller rechercher et notamment tous les éléments négatifs sur le rachis lombaire et puis quelques examens physiques à réaliser. Alors, deux possibilités, on va aller chercher soit l'étirement, soit la contrariété sur les muscles qu'on va tester. Donc le Freiberg test qui est plutôt sur l'étirement du muscle piriforme en mettant le patient en flexion, adduction, rotation interne et qui vient reproduire cette douleur à la fesse. On va avoir ensuite les tests de contraction contrariée avec le Pace and Niggle test pour l'abduction contrariée ou la manœuvre de Beatty qui peut aussi permettre ce diagnostic. Tout ceci va nous donner des points sur ce score pour avoir des arguments diagnostiques. Plusieurs origines finalement à ce syndrome du piriforme. Les stases veineuses dans le canal infrapiriformique qui peuvent clairement être une des causes et qu'on retrouve bien sur les examens injectés. Les bandelettes fibreuses acquises autour du tronc sciatique, mais la très grande majorité de ces patients présentent finalement simplement des technicopathies, principalement sur le cyclisme et la course à pied, et c'est de là où vient en général le syndrome du piriforme. Et en région parisienne, pour en avoir discuté avec des collègues, cette nouvelle génération de voitures avec ce grand accoudoir central très confortable, mais ne permettant pas de faire de la rotation externe de repos, et avec des patients finalement qui sont tout le temps en contraction du piriforme et qui provoquent ce syndrome. Le petit frère du piriforme, c'est le syndrome de l'obturateur interne, qui a le même rôle finalement que le muscle piriforme,
qui va présenter à peu près les mêmes symptômes, légèrement plus bas dans la fesse. C'est un patient qui va être beaucoup plus embêté à la station assise prolongée. Le syndrome du piriforme peut s'asseoir, le syndrome de l'obturateur interne beaucoup moins. Donc voilà, les deux sont quand même intriqués et provoquent des douleurs similaires. On va passer sur un autre versant, qui sont les pathologies des ischio-jambiers, avec soit des tendinites, soit des arrachements. Alors en fonction de notre pratique, on les verra soit au stade de tendinite, soit au stade d'arrachement précoce, soit au stade d'arrachement tardif séquelaire. Donc on les voit souvent dans ce qu'on appelle le syndrome de Puranen, qui est finalement une adhérence du sciatique suite à l'avulsion des ischio-jambiers. La douleur, elle est beaucoup plus basse, elle est déclenchée à la palpation de la tubérosité sciatique, donc beaucoup plus basse, beaucoup plus médiale chez ces patients. Le diagnostic, il est à faire sur l'IRM avec cette avulsion qu'on peut voir ici à la pointe de la tubérosité sciatique. Donc les patients ils vont souvent arriver en consultation avec pléthore d'examens, des IRM rachidiennes, des radios de hanche, des EMG, ils ont plein de choses. Tout est normal, on ne comprend pas. Souvent, l'échographie, si on a un échographiste entraîné, peut faire le diagnostic. L'IRM, en tout cas, permet de la faire sur le syndrome du piriforme ou de l'obturateur interne avec des hypertrophies musculaires. Et par rapport à la pathologie des ischio-jambiers, on visualise bien l'arrachement. Je vous ai parlé de choses purement extra-articulaires. Je tiens quand même à préciser qu'on peut avoir des lésions articulaires qui provoquent des douleurs postérieures inaugurales. Ce n'est pas la majeure partie des cas. On peut avoir des lésions labrales ou chondrales assez postérieures avec des radiographies tout à fait normales. Et en cas de doute, en cas d'incertitude, je pense qu'il faut avoir l'examen ciblé sur la hanche assez facile, voire le bloc test pour faire la part des choses. Donc le traitement, évidemment à la carte, prévention des technicopathies, avoir un copain rééducateur et radiologue pour pouvoir faire des infiltrations, je pense que c'est clairement le nerf de la guerre pour arriver à s'en sortir. La chirurgie, méfiance, il y a plein de séries dans la littérature avec des résultats où tout va bien, tout va mal. Voilà, j'ai pas l'expérience de la chirurgie, des neurolyses du nerf sciatique dans la traversée pelvifémorale, mais ça a l'air quand même assez touchy. Le plus gros des patients qu'on va avoir, c'est ce patient vieillissant qui vous est adressé par le médecin traitant vous disant « il a une coxarthrose radiologique, il faut lui mettre la PTH ». Alors, oui, mais non, je suis désolé, je ne vais pas parler de PTH aujourd'hui, tout simplement parce que 20% de la population générale a une coxarthrose radiologique, qu'une part infinitésimale de ces gens présentent des fessalgies inaugurales sur cette coxarthrose, et que les différentes études prouvent bien que la fessalgie n'est ni sensible ni spécifique de la coxarthrose. Donc je pense que se dire « j'ai mal à la fesse, je vous mets une PTH, monsieur, ça va aller mieux », je pense que c'est un petit peu présomptueux. En revanche, cette coxarthrose va modifier l'architecture articulaire et donc entraîner des troubles d'ordre extra-articulaire. Modification de l'œuf sec, de la distance petit trochanter ischion, modification de la balance de Powell, induire une boiterie et donc réentraîner des troubles de la traversée pelvifémorale et donc entraîner un syndrome glutéal profond, comme évoqué précédemment. Je vais juste parler de quelque chose un petit peu plus spécifique peut-être de l'arthrose, qui est le conflit ischio-fémoral, qui est la réduction de distance entre petit trochanter et ischion, qui vient entraîner en fait une compression du muscle carré fémoral, donc encore une fois une fessalgie assez basse, et qui peut également être causée par des adhérences du tronc sciatique autour de ce muscle. Différents tests, encore une fois, c'est de la clinique pure et dure pour aller les diagnostiquer. Bon, l'ischio-fémoral impingement, qui n'est pas forcément très facile à faire. En tout cas, l'autre test qui est en fait une alternance de petits pas, grands pas. En fait, les patients qui ont un syndrome du conflit ischio-fémoral marchent à tout petits pas. Dès qu'ils vont vouloir élargir le pas, en fait, ils vont avoir la douleur qui se provoque. Et donc, c'est là où, en consultation, il faut les faire marcher dans le couloir pour leur demander d'alterner les cadences de marche et arriver à diagnostiquer tout ça. Encore une fois, l'EMG est très souvent peu contributif. Vous avez une radio de bassin et de hanche qui vous disent qu'il y a de l'arthrose, mais ce n'est pas suffisant. Donc effectivement, l'IRM, encore une fois, va vous permettre de faire différents diagnostics, de mesurer certains espaces et vous permettre de comprendre un petit peu mieux les choses. Et dans ces cas-là, je pense qu'il faut avoir le bloc test très facile. C'est-à-dire que s'il y a une coxarthrose et que ça ne colle pas sur la clinique, je pense qu'aucun patient nous en voudra de lui faire un bloc test articulaire de hanche plutôt qu'une PTH qui ne fonctionne pas. Donc souvent c'est salvateur dans la certitude diagnostique. Encore une fois, rééducation, infiltration et PTH à vos risques et périls parce que très clairement la littérature n'est pas du tout d'accord sur le traitement de la fessalgie sur une coxarthrose non clinique par une PTH. Et enfin, un patient qui arrive aussi de plus en plus en consultation, ce sont les patients qui sont porteurs d'une PTH et qui présentent des douleurs, des fessalgies. Alors là, il y a de tout, il y a de rien.
Il y a des choses évidentes qu'on peut diagnostiquer. Il y a des choses moins évidentes, hein. La radio de droite, c'est un de mes patients. Il a tout. Et pourtant, il a toujours mal à la fesse. Donc voilà. Je pense que dans ces cas-là, il faut savoir bien examiner, bien interroger nos patients, éliminer les causes évidentes sur un démontage de la prothèse, sur un syndrome adjacent rachidien évident, sur une sacroiliaque criante. Mais il faut aussi ne pas méconnaître certaines choses qui sont vraiment propres à la douleur chronique sur prothèse totale de hanche, ne pas méconnaître les infections retardées qui peuvent pour le coup provoquer des douleurs isolées postérieures. Donc la ponction biopsie radioguidée peut être une solution. Et surtout, vous allez être le Xème chirurgien qui vous rencontrer. L'évaluation psychosociale et la recherche des bénéfices secondaires me semblent primordiales pour ces patients-là. Juste quelque chose d'un peu plus particulier sur la prothèse de hanche, et j'en terminerai là-dessus. Pour les prothèses de hanche posées par voie postérieure, avec ce syndrome du nerf cutané postérieur de la cuisse qui peut être lésé en fait sur les voies postérieures en fait au moment de la décision du grand fessier et qui donc est excessivement rare dans la population générale, excessivement fréquent finalement sur les fessalgies post-PTH par voie postérieure, avec un diagnostic allié par un EMG et une IRM qui va montrer une atrophie pas souvent très marquée, mais une atrophie quand même du grand fessier pour lequel le traitement infiltratif sera la solution. Donc en conclusion, et vous l'aurez compris, malheureusement, pas grand-chose à se mettre sous la dent au bloc opératoire pour nous. En revanche, des diagnostics qui peuvent vraiment aider les gens. Et s'il y a bien un message clé, il faut avoir un bon radiologue avec lequel on s'entend bien et qui veut bien nous faire plein d'infiltrations pour soulager ces gens. Merci.